Chaque semaine, nous vous présenterons un segment qui s'appelle Coup de chapeau. C'est une façon pour nous de rendre hommage à des gens qui sont des sources d'inspiration et qui font vraiment une différence dans la société montréalaise. Et pour inaugurer ce nouveau segment, on reçoit quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'intervention sociale, Madame Geneviève Fortin. Geneviève Fortin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de l'organisme Art entre elles, entre autres. C'est un organisme que vous avez cofondé. Comment est né cet organisme-là? En fait, pour faire un résumé, moi, j'ai fait des sentences de prison. Et à ma sortie de prison, je me suis impliquée dans un projet d'art communautaire qui s'appelait Agir par l'imaginaire, où des artistes professionnels étaient jumelés avec des femmes, soit incarcérées ou en processus de réinsertion sociale, pour créer des œuvres d'art. C'était destiné à être vu par un public, donc ce n'est pas de l'art-thérapie. C'était vraiment des créations artistiques destinées à être exposées. Et suite à ce projet-là, en fait, moi et d'autres femmes qui ont participé, on s'est dit, mais ça ne peut pas terminer comme ça, il faut que ça continue. Et c'est de là qu'est née l'idée d'Art entre elles, en fait, qui était de poursuivre l'exploration et les processus créatifs avec des artistes professionnels, mais en communauté. Donc, donc, c'est une mission qui se poursuit pour cet organisme-là? Oui, absolument. Entre autres, ça fait 6 ans qu'Art entre elles existe. Il y a eu plusieurs projets. Et présentement, en fait, du 18 septembre jusqu'au 8 novembre, l'exposition Décliner votre identité est présentée à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. Donc, on peut voir 11 portraits mis en scène faits par des femmes qui ont décidé de nous partager une partie de leur identité, mais outre le fait qu'elles sont d'ex-détenues. Donc, c'est une exposition très touchante, accompagnée de témoignages audio, et c'est disponible, ça peut être vu jusqu'au 8 novembre. Donc, Maison de la culture dans l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce. Exactement. D'accord. Vous avez étudié, entre autres, comme travailleuse en travail social à l'UQAM. Après, un passage en prison, tout ça, qu'est-ce qui vous a incité à faire des études dans ce domaine-là? En fait, c'est que je me suis dit que pour compenser un casier judiciaire, j'avais besoin d'un diplôme universitaire. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je connais dans la vie? Bien, je connais la toxicomanie, je connais le milieu carcéral, et pourquoi j'utiliserais pas mes connaissances de ces milieux-là pour les mettre à profit dans ma communauté. Et c'est ce que j'ai fait en m'inscrivant dans un cours de travail social. Et qu'est-ce qui vous a poussé, justement, après plusieurs années de délinquance, tout ça, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a incité à vous en sortir, à vous prendre en main? Bien, je pense que c'est le désir de vivre qui est devenu plus fort que le désir de me détruire, en fait. Un jour, j'ai réalisé que j'avais rien dans la vie, puis je me suis mis à focusser sur le fait que j'avais pas de fonds de pension. Et là, j'ai réalisé que mon focus sur un fonds de pension signifiait que je voulais vivre, mais que je voulais vivre longtemps. Et le cheminement, petit à petit, de mes réflexions a été de me dire, bien, si tu veux un jour un fonds de pension, il faut que tu travailles. Mais moi, je veux pas juste travailler pour gagner de l'argent, je veux me sentir utile. J'ai le goût d'être valorisée dans ce que je fais, puis d'aider les gens, parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'aide pour m'en sortir, donc j'ai envie aussi de redonner. Mais je veux aussi mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc voilà, je me suis inscrite en travail social, puis maintenant, je travaille dans les milieux communautaires depuis presque 6 ans. Alors, vous travaillez actuellement pour Cactus Montréal, oui. Qui est installé au centre-ville, si je ne m'abuse. Quelle est la mission de cet organisme-là? En fait, la mission première, c'est la prévention des ITSS, donc les maladies transmises sexuellement ou par le sang, principalement le VIH et l'hépatite C. Mais Cactus a aussi une approche de réduction des méfaits, donc on ne dit pas aux gens « ne consommez pas », on va leur dire « si vous le faites, faites-le de façon sécuritaire ». C'est sûr que l'organisme, les programmes offerts ne se résument pas à la distribution de matériel de consommation comme les seringues ou les tubes en pyrex, communément appelés des pipes à crack, mais il y a aussi plusieurs projets d'implication sociale, d'empowerment, auxquels les gens peuvent participer. OK. Donc, l'objectif, lorsque vous parlez de réduction des méfaits, c'est, si je résume, dans le fond, quitte à ce que, malheureusement, ces gens-là consomment, au moins qu'ils puissent le faire dans des conditions où c'est moins dommageable pour leur santé. Absolument. En quelque sorte. Absolument. Okay. Et c'est une approche qui fonctionne? Oui, et il faut savoir, des fois les gens se disent, oui, mais pourquoi payer des seringues pour les toxicomanes? Mais il faut savoir qu'un traitement
pour traiter l'hépatite C, en fait, ou les traitements à vie pour le VIH coûtent beaucoup plus cher à la société que de donner des seringues qui coûtent quelques sous à produire, en fait. Donc, d'un point de vue comptable, c'est purement rentable. D'un point de vue comptable, mais d'un point de vue surtout humain, parce que ça permet à ces gens-là, en fait, d'avoir du soutien, d'entrer dans... Ces gens-là ne vont souvent pas aller dans les milieux plus institutionnels. Donc, quand ils ont un lien avec nous, on peut les référer vers des services de santé ou des services plus adaptés à leurs besoins. Donc, c'est vraiment une entrée ou une façon d'avoir accès à ces gens-là privilégiés parce qu'on les prend tels qu'ils sont, sans jugement, et c'est là qu'ils s'ouvrent à nous et qu'on peut ensuite les guider vers des ressources appropriées. On ne peut pas vous avoir sur le plateau sans parler du livre que vous avez coécrit avec le journaliste indépendant Martin Forgue, donc des deux côtés de la prison, qui est paru aux éditions Parfum d'encre. Oui. Comment pour ce livre-là, ça s'est passé? Vous avez été approché pour raconter votre histoire? Oui, en fait, c'est la maison d'édition qui m'a approchée suite à un article qui était paru dans la presse, très bel article écrit par Rima El Khoury qui s'appelait Unité 8, dans lequel je racontais mon référence séjour... à Unité 9, la série télé. Exactement, dans lequel je parlais un petit peu de mon séjour dans l'Unité 8 du pénitencier de Joliette. Et là, ils m'ont contacté et ils ne savaient pas du tout qui j'étais, tout ça. Ils m'ont dit « Parle-nous de toi ». Et suite à la discussion, on m'a proposé « Est-ce que tu as envie d'écrire ton histoire? Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. » Et j'ai accepté. Donc voilà. Et vous avez déjà dit que votre récit, c'est loin d'être une fiction, puis ça ressemble pas justement, on évoquait Unité 9, aux États-Unis, il y a Orange is the New Black, donc deux séries qui s'intéressent qui dépeignent la vie de femmes en prison. En quoi est-ce qu'on voit à la télé, dans ces téléséries-là, c'est différent de ce que vous avez vécu? Bien, souvent, ce que je m'amuse à dire aux gens, c'est que si Unité 9 ressemblait exactement à la vie dans un pénitencier, personne ne regarderait l'émission parce que ça serait long et plate. Ça serait très ennuyant parce que la vie dans un pénitencier est longue, monotone, il y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vraiment, il faut savoir qu'Unité 9 et Orange is the New Black, c'est des shows de télé. C'est construit avec un scénario pour faire rire, pour faire pleurer, pour tenir les gens en alerte. Il y a des intrigues, tout ça. Dans la vraie vie, on pourrait faire une émission de secrétaire dans un bureau de dentiste, puis ça serait super drôle, mais dans la vraie vie, c'est peut-être pas aussi palpitant. C'est peut-être moins palpitant, en effet. Qu'est-ce que vous souhaitez, quel impact souhaitez-vous avec ce livre-là? C'est de sensibiliser les gens, de les informer sur la réalité des gens qui ont passé à travers des épreuves comme la vôtre? Bien, pas nécessairement des épreuves comme la mienne, parce que je crois que peu importe l'épreuve qu'on traverse ou par où on passe dans notre vie, avec beaucoup de volonté, un soutien de notre famille ou peu importe des gens qui sont autour de nous, je pense qu'on peut réussir des grandes choses même si on part de très loin. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est deux choses. C'est, oui, briser des préjugés parce que les femmes en prison ne sont pas tous des femmes analphabètes qui peuvent pas s'exprimer et qui ont un secondaire 1. Il y a des femmes, ça peut être notre mère, notre voisine, notre tante, notre amie, ça peut être n'importe qui se retrouve en prison parce qu'elle a fait un mauvais choix. Donc ça, c'était un de mes objectifs. Et l'autre objectif, en fait, c'était surtout de montrer comment on peut s'en sortir. Donc, comment est-ce que la persévérance et l'envie de s'en sortir va nous faire triompher au bout du compte. Bien, écoutez, c'est un livre fort intéressant à lire, donc des deux côtés de la prison, donc Geneviève Fortin et Martin Forgue aux éditions Parfum d'encre. Geneviève Fortin, merci beaucoup d'avoir été là et puis bonne continuation pour votre travail chez Cactus.